Je vous le disais dans les titres, l'année 2013 tire vers la fin et c'est la période des vœux pour la nouvelle année qui pointe. Le président de la République a reçu donc les vœux de nouvel an des représentants des familles fondatrices de Bamako et représentants des confessions religieuses. Dans leur message, les hôtes du chef de l'État ont salué la lutte engagée contre la corruption et la délinquance financière, le processus de réconciliation nationale et le rétablissement progressive de l'intégrité territoriale. Ils ont également invité les Maliens à se donner la main pour relever le défi de la reconstruction du pays, nous dit Bourama Traoré, qui a suivi cette cérémonie de présentation de vœux. Plus qu'un rendez-vous traditionnel, la présentation des vœux de nouvel an au président de la République permet d'échanger sur la vie de la nation. L'événement de cette année intervient dans un contexte de sortie de crise. Occasion pour les représentants des familles fondatrices de Bamako de saluer la bonne organisation de l'élection présidentielle. Pour les patriarches Modibo Niaré, ce n'est pas fini. Pour permettre au nouveau président de la République de mener à bien ses missions de redressement du pays, un sursaut national est nécessaire. Denw ɲɛna mɔgɔw bɛ jɛ de bamanan bɛɛ bɛ jɛ k'a ta o la a tɛ se k'a fɔ ko jamanaden bɛ miiri a fɔ jamana i ka ɲɛmɔgɔya ko min tun na a ye nin ye awa an kɔni an ye mɔgɔ la a tɔ b'a bolo n'o kɛra i m'i jɔyɔrɔ fa fo bɛɛ k'i jɔyɔrɔ fa de. L'unité dans la diversité, c'est ce que prône également le président du Haut Conseil islamique. Mahmoud Diko se réjouit de l'initiative maliano-marocaine de former 500 imams maliens, ce qui permet selon lui de promouvoir un islam tolérant et de lutter contre l'intégrisme religieux. Le président du Haut Conseil islamique n'est pas passé sous silence le combat du président Ibeka contre la corruption et la délinquance financière. yuruku ni corruption ani kojugu munun be jamana kono wu keleli min be sena na bulu dala islamaw ba ka fo akamme ka fo ko fem ye klembalia ani ladribalia o keleli islamaw bi no fe o keleli barsa ni ladria ni tlenia te yorom fente sabati o rola. Comme le président du Haut Conseil islamique, l'archevêque de Bamako, Monseigneur Jean Zerbo, lève également le voile sur les plaies qui minent la société malienne. Spéculation foncière, dysfonctionnement chronique de l'école malienne, non-respect des biens publics, chômage des jeunes, que sais-je encore. Une autre préoccupation soulignée par l'archevêque de Bamako, c'est la préservation de la laïcité du Mali. Il nous faut continuer à vivre en paix, comme des frères et des sœurs, des enfants de Dieu, dans l'acceptation de nos différences religieuses, ethniques, linguistiques, culturelles et sociales. Elle s'engage en ce qui la concerne à poursuivre la promotion d'une telle culture à travers toutes les structures éducatives, les écoles et universités, ses services sociaux, le centre foi et rencontres et l'institut d'initiation au dialogue interreligieux. Après une crise profonde de 2012 ayant mis en mal le tissu social, l'heure est à la réconciliation des cœurs et des esprits. Ce processus doit être conduit sur la base de la vérité. C'est du moins la conviction du révérend pasteur Youssouf Dambélé de l'Église protestante. Il faut éviter une réconciliation à bon marché et il faut poursuivre celle qui est douloureuse, mais sincère et sans hypocrisie. C'est à ce prix que notre pays connaîtra une paix durable. En réponse, le président de la République a exprimé toute sa reconnaissance et sa gratitude à ses hôtes. Le chef de l'État a également assuré qu'il respectera son serment, celui de redonner aux Maliens leur dignité et leur fierté. Aucune force de pression, aucun groupe d'intérêt, aucun parti politique seul n'est responsable de ma situation actuelle à la tête du pays. Je dois au Mali, au peuple malien et à Dieu d'être là où je suis. J'en suis conscient à chaque seconde de ma vie. Et je soucie qu'à chaque seconde de ma vie, je sois en conformité avec les serments que j'ai faits, de redonner à ce pays sa dignité et de retrouver son honneur. Et de dire en ces noms, lieux et places partout dans le monde, urbi et orbi, comme vous diriez, la vérité du Mali, le point de vue du Mali, sans complexe aucun.
S'exprimant sur la lutte contre la corruption et la délinquance financière, le président Keïta rassure, il n'y aura pas de chasse aux sorcières, mais l'argent du peuple malien sera restitué, a-t-il indiqué. C'est un combat de chaque seconde, sur soi, de maîtrise de soi. À un tel niveau, il n'y a pas de règlement de compte. Mais il y a justice. Il y a justice. Et là, je serai intraitable. Pas pour moi, mais pour ce peuple-là. Je n'ai aucun compte à régler avec qui que ce soit. Mais j'ai à aider à redresser ce pays. Après ces échanges francs et constructifs, le président de la République et ses hôtes se sont souhaités bonnes et heureuses années 2014. Après les représentants des familles fondatrices de Bamako et ceux des confessions religieuses, Tour est revenu au gouvernement de présenter ses vœux de nouvel an. Pour Oumar Tatamli, en 3 mois, le gouvernement a bien commencé le travail avec l'adoption du projet de loi portant prévention et répression de l'enrichissement illicite. En vue de conforter notre armée et nos forces de sécurité, 4 000 jeunes ont été recrutés sur une prévision de 10 000 hommes. Un autre domaine dans lequel le gouvernement a enregistré des résultats, c'est celui de l'amélioration du cadre macroéconomique. Bourama Traoré toujours. C'est le gouvernement au complet qui a présenté ses vœux de nouvel an au président de la République Ibrahim Boubacar Keïta. Et c'est le chef du gouvernement Oumar Tatamli qui s'est livré à cet exercice. Dans un discours bilan, le Premier ministre a fait le point des réalisations de son équipe, et cela dans tous les domaines. Au niveau de la justice, par exemple, la réhabilitation de l'institution judiciaire est en marche. En matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, un pôle judiciaire spécialisé a été institué. En vue de renforcer la lutte contre la corruption et la délinquance économique et financière, le gouvernement a adopté, le 1er août 2013, un projet de loi portant prévention et répression de l'enrichissement illicite. Depuis votre entrée en fonction, cette lutte est entrée dans une phase plus active avec la transmission à la justice de nombreux rapports de vérification et de contrôle et l'application effective des sanctions administratives. Les premiers résultats tangibles attestent que l'impunité zéro n'est pas un slogan. Afin de conforter notre armée et nos forces de sécurité, 4 000 jeunes ont été recrutés sur une prévision de 10 000 hommes. Après l'évaluation de leurs besoins, des actions dans les domaines de la sécurité alimentaire, de la nutrition, de la santé et de l'éducation ont été engagées en faveur des personnes déplacées, estimées à 400 000. Au total, 5 125 tonnes de vivres ont été distribuées. Le gouvernement a octroyé 500 millions de francs CFA aux populations du Nord à travers un protocole d'entente avec Énergie du Mali pour la prise en charge des dépenses d'électricité pendant 3 mois. Dans le domaine de la santé, les actions ont porté sur l'amélioration de l'accessibilité géographique aux services de santé et de l'offre de soins, avec notamment l'ouverture de nouveaux services spécialisés dans certains hôpitaux, la construction de centres de santé de référence et de CESCOM, le renforcement des équipements pour un montant d'environ 3,1 milliards de francs CFA, la poursuite de la lutte contre les maladies à travers l'approvisionnement des sites en rétroviraux, l'organisation de campagnes de vaccination. En 2013, l'action du gouvernement a également porté sur la décentralisation et les collectivités territoriales, ce qui a vu le renforcement de l'effectif de la fonction publique des collectivités avec le recrutement de 10 000 enseignants et 2 400 agents de santé. Pour ce qui est de l'amélioration du cadre macroéconomique, l'année 2013 a été marquée par la reprise des relations avec les partenaires techniques et financiers. Cette reprise s'est traduite par la signature de nombreux accords de financement, dont la conclusion avec l'Union européenne d'une convention de financement dénommée Contrat d'appui à la consolidation de l'État au Mali, d'un montant de 148 milliards de francs CFA, et la conclusion avec la Banque mondiale d'un 6e crédit d'appui à la stratégie de réduction de la pauvreté sous forme d'appui budgétaire d'un montant de 25 milliards de francs CFA. Dans le secteur de la communication et des nouvelles technologies de l'information, les actions ont porté sur la remise en état de fonctionnement de 15 stations de diffusion TV-FM des villes et localités libérées de l'occupation, l'octroi d'une 3e licence de téléphonie ainsi que l'adoption des projets de texte portant création d'une haute autorité de la communication qui aura la mission d'assurer la régulation du secteur. Pour assurer la présence de l'État dans les zones libérées de l'occupation, le gouvernement a mis en place un programme de réhabilitation des infrastructures d'un montant de 11 milliards de francs CFA et organisé le retour de l'administration dans les régions de Mopti, Gao, Tombouctou et Kidal. Des primes d'installation ont été octroyées aux agents concernés à cet effet. Un programme multisectoriel d'urgence de relance des activités économiques et sociales de 2 milliards de francs CFA a été élaboré et est en cours de mise en œuvre.
Le gouvernement a également obtenu des résultats dans les domaines de l'éducation, des infrastructures routières, de l'emploi, de la diplomatie et du logement. La liste n'est pas exhaustive. Pour le président Ibrahim Boubacar Keïta, le bilan est tout simplement positif. Cependant, certains défis demeurent, notamment la situation à Kidal, d'où cette instruction du chef de l'État. J'encourage encore le gouvernement à ne ménager aucun effort susceptible d'amener nos frères dissidents à la table de négociation, une fois pour toutes, pour une paix durable et bénéfique pour la région de Kidal, les autres régions du nord malien et la nation malienne dans son ensemble. Et de poursuivre que la construction d'une armée républicaine inclusive est impérative, tout comme l'amélioration continue du cadre économique. Et un autre dossier qui tient à cœur le président Keïta, c'est celui du confort des populations maliennes. L'eau, l'électricité ne sont pas un luxe en ce XXIe siècle. Tout le monde ne peut pas les avoir tout de suite. Mais notre honneur sera de faire en sorte que l'accès à ces commodités se démocratise et que dans un horizon bref, le maximum de nos compatriotes soit servi. Il en est de même pour les routes et les logements, le tout en observant une politique environnementale et d'assainissement appropriée. Bamako est une ville sale, loin de cette merveilleuse petite perle du Sahel qu'a chanté Fodéba Keïta dans les années 50. Je ne tolérerai pas la persistance de cette honte. Et je vous tiendrai personnellement responsable, Monsieur le Premier ministre, de l'amélioration qualitative que je souhaite à l'environnement de notre capitale et dans les meilleurs délais, Inch'Allah. Le chef de l'État de conclure par cette mise en garde. Pas des promesses démagogiques, mais des engagements mesurés, réalisables pour un pays qui accepte de se mettre au travail et de créer ses propres richesses. D'autres vœux ont été présentés au président de la République. C'était cet après-midi des vœux des présidents d'institutions, des autorités administratives et indépendantes, des forces armées. Nous reviendrons sur cette série dans nos prochaines éditions. La direction de la communication et relations publiques de la présidence de la République informe l'ensemble des médias que le Comité national de l'égal accès aux médias d'État, le Conseil supérieur de la communication et la Maison de la presse présentent leurs vœux de nouvel an au président de la République demain mardi 24 décembre à la salle des banquets du palais de Koulouba à partir de 15h. Mise en place terminée. 14h30, la direction de la communication invite les personnalités ci-après désignées à la dite cérémonie. Les présidents d'institutions, associations et organisations professionnelles de la presse et de l'audiovisuel, les directeurs de publication de radio et de télévision, les représentants du bureau du groupement des professionnels de la communication, les correspondants de la presse internationale accrédités au Mali, les aînés du secteur de la presse et de l'audiovisuel public et privé, et l'accès au palais de Koulouba est subordonné, bien évidemment, à la présentation d'une carte professionnelle en cours de validité. Le gouvernement du Mali, à travers le ministère du Développement rural, vient de signer une convention avec le Fonds des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation. À travers cette convention, la FAO va désormais accentuer ses interventions dans notre pays dans les domaines du développement rural et la sécurité alimentaire. Reportage Abdrahman Meiga. Cette signature de convention n'est pas de l'argent liquide que le Fonds des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation met à la disposition du gouvernement malien, mais plutôt un outil de pilotage stratégique de coopération entre le Mali et cette institution onusienne. Ce document de 80 pages permettra au Mali de mieux planifier et de coordonner ses interventions pour plus de résultats, parmi lesquels l'amélioration des conditions de vie et de revenus des Maliens sur la période 2013-2017. Je pense que ce document fixe le cadre de notre intervention pour les 5 années à venir. Je me réjouis qu'il soit aligné sur la mandature, parce que nous avons aussi le projet présidentiel, et donc vraiment qui fixe un point de départ à toutes les projections vraiment que nous faisons. La FAO dote le Mali d'un référentiel qui lui permet de mobiliser plus de ressources et développer plus de partenariats avec l'ensemble des acteurs du monde rural.
Ce projet dénommé Cadre de programmation pays Mali FAO a permis à notre pays de mobiliser déjà plus de 9 milliards sur une prévision totale de plus de 315 milliards de francs CFA. Nous nous engageons à ce qu'il en soit ainsi un document de référence, un cadre de dialogue vraiment donc interne, vraiment donc entre nous acteurs commis à la promotion du secteur de développement rural et avec nos principaux partenaires. Premier du genre, ce projet définit également les domaines prioritaires dans lesquels la FAO accentuera désormais ses interventions au Mali, et cela conformément aux objectifs et aux priorités de développement nationaux définis par le Mali dans les domaines du développement rural et de la sécurité alimentaire. Autre signature de convention, le gouvernement du Mali signe cette autre convention de 4 conventions avec la Banque mondiale. Le montant de ces conventions s'élève à plus de 121 milliards de francs CFA. Les documents ont été signés par le ministre de l'économie et des finances côté malien et le directeur des opérations de la Banque mondiale dans notre pays. Un reportage que nous serons en mesure de vous proposer dans nos éditions de demain. Le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle a lancé dans le cercle de Yanfolila, dans la région de Sikasso, la rentrée 2013-2014 de la formation professionnelle dans notre pays. Ils sont au total plus de 11 000 jeunes maliens à suivre cette formation. Le récit de nos envoyés spéciaux à Yanfolila, Abdrahman Meiga et Abdrahman Keita. Avec cette cérémonie de lancement, le département de l'emploi et de la formation professionnelle donne le ton pour la rentrée 2013-2014 de la formation professionnelle. Ces 11 200 exclus du système de formation classique bénéficieront pendant 2 ans des cours dans divers domaines de la vie socio-professionnelle. L'objectif est de leur permettre de s'insérer facilement dans le circuit productif pour contribuer au développement socio-économique de notre pays. S'agissant de la formation professionnelle continue, les effectifs attendus s'élèvent cette année à environ 18 000 actifs des secteurs productifs. À cela, il faut ajouter le renforcement de l'employabilité de plus de 4 000 jeunes diplômés à travers les dispositifs du stage de formation professionnelle. Le lancement de cette formation professionnelle concrétise la matérialisation de la volonté du chef de l'État à travers son projet de création de 250 000 emplois d'ici 5 ans. L'année 2014 verra aussi le renforcement de l'offre de formation à travers les nouveaux centres de formation de Djoila, construits avec l'appui de Bornfonden, Tomigna et Yoroso, construits avec l'appui du Grand-Duché du Luxembourg et de Mofa dans la commune rurale de Baginda. En outre, 3 nouveaux centres de formation seront construits au cours de l'année dans la région de Ségou, avec toujours l'appui du Luxembourg. Avec ce lancement, le département de l'emploi et de la formation professionnelle, selon le ministre Satelera, également a cherché des solutions à certains problèmes qui minent le sous-secteur de la formation professionnelle au Mali, comme par exemple l'opérationnalisation de l'Institut national d'ingénierie de la formation professionnelle ou encore l'Observatoire national de l'emploi et de la formation professionnelle. Ces 2 outils, selon Mohamed Babi, sont indispensables pour mieux articuler la formation et les besoins du marché de l'emploi. Ce communiqué, mesdames et messieurs, avant de poursuivre avec le cours de ce journal, le ministre du Travail et des Affaires sociales et humanitaires communique les fêtes de Noël et de Jour de l'An étant des fêtes légales au Mali. Les journées du mercredi 25 décembre et du mercredi 1er janvier 2014 sont chômées et payées sur toute l'étendue du territoire national. Quelle solution pour le retour définitif de la paix et de la réconciliation nationale? Quel rôle doit jouer la société civile? Voilà autant de questions qui étaient au menu de l'atelier national de mobilisation de la société civile en faveur de la paix et de la réconciliation. L'initiative est du réseau Plaidoyer et Lobbying en partenariat avec le Conseil national de la société civile et de l'aide de l'Église norvégienne. Compte rendu Aldjouma Tina. Malgré des avancées significatives vers la réconciliation des cœurs et des esprits, la situation du tissu séculaire de notre pays reste encore fragile. Une préoccupation qui ne saurait aboutir sans la participation effective de tous. C'est dans cet esprit qu'a été initiée ces journées d'échange et de réflexion par le réseau Plaidoyer et Lobbying. Nous, société civile, nous devrons prendre conscience et commencer à nous parler entre nous, sans embâche, à nous dire la vérité, pour que plus jamais cette crise ne revienne plus au Mali. À travers ces échanges,
Il s'agit de préparer et de mobiliser la société civile à mieux jouer son rôle dans la consolidation de la paix et la réconciliation nationale, ce qui contribuera à booster le processus déjà enclenché par les autorités, afin que le Mali renoue avec son unité nationale. Nous sommes tous de cultures, de civilisations et de religions diverses mais complémentaires, que chacun d'entre nous a à l'intérieur de son œil du noir et du blanc. Ces travaux enregistrent la participation de toutes les régions du Mali et la délégation des réfugiés maliens du Burkina Faso, du Niger et de la Mauritanie. 187 milliards 647 millions pour soutenir la production cotonnière et les équipements de la compagnie malienne pour le développement des textiles CMDT SA. Le projet de budget 2014 vient d'être approuvé par la 74e session du conseil d'administration de la compagnie. Les charges sont évaluées à 181 milliards 808 millions de francs CFA. Compte rendu, Moïse Traoré. Le projet de budget 2014 de la compagnie malienne pour le développement des textiles, CMDT, est de 187 milliards. Les dépenses seront aussi en fonction de cela. C'est aux environs de 183 milliards, presque 184 milliards. Il y a toutes les activités, principalement d'abord dédiées directement au coton, à savoir sa production et son achat, son égrenage, donc son transport aux usines, son égrenage, et puis à l'évacuation de la fibre jusqu'au port. La production cotonnière 2013-2014 attendue est de 436 600 tonnes, une baisse de 3% par rapport à 2012-2013. On était très déficitaire dans le temps. Maintenant, on commence à voir le bout du tunnel. Donc c'est un budget suffisamment équilibré. Et nous ferons en sorte que ce soit le cas dans la pratique. Au 20 décembre dernier, 84 346 tonnes de coton-graines ont été achetées pour un montant de plus de 21 milliards 86 millions. Quand on n'est pas sûr d'avoir ce dont on avait, ce qu'on avait espéré plus tôt, il est prudent de faire un budget de prudence aussi. Au cours de cette 74e session de son conseil d'administration, le holding et ses partenaires font également le point de la campagne de commercialisation. L'engagement pour la réalisation de 300 sous-projets productifs d'investissement dans le cadre de la modernisation des systèmes de production et des filières à hauteur de 2,8 milliards de francs CFA, c'est la principale recommandation issue de la 46e session consulaire de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali, APECAM. Ouverte ce matin, la session a été suivie par notre reporter Nando Dambeli. Cette 46e session consulaire de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali, la 6e de la mandature 2010-2015, est celle de la satisfaction et de l'engagement des membres de la chambre consulaire. En parcourant les dossiers, je pense que l'essentiel a été fait, bien vrai qu'il y avait des problèmes de financement, mais on a fait ce qu'on peut faire. Et je pense qu'on va programmer pour 2014 et en 10 ans le programme du projet PAPAM et PAG2, parce que c'est les bailleurs qui déterminent le budget. Il s'agit donc pour les membres d'échanger sur les sujets proposés en vue de la prise de décisions constructives au profit des productrices et des producteurs en général et ceux des régions septentrionales du pays en particulier, une volonté que soutiennent les plus hautes autorités. Mais que cette volonté d'accompagner le secteur du monde rural est bien conforme à celle du président de la République qui, dans son projet pour le Mali, a décidé d'affecter au moins 15% du budget national au développement de l'agriculture et de mettre l'accent sur la sécurisation foncière des exploitations agricoles selon les dispositions de la LOA, offrant ainsi les meilleures garanties d'exercice pour les exploitations familiales aux côtés des fermes agro-industrielles. L'ordre du jour de la présente session a porté sur l'adoption du procès-verbal de la 45e session, le point d'exécution des recommandations et l'adoption du rapport d'activité 2013, la communication sur le PAPAM, le PASAM et le PASE2 qui prévoit la réalisation de 300 sous-projets productifs.
Le projet d'appui au développement de la filière aquacole Prodefa a tenu à Sikasso la 7e session de sa structure mixte de concertation locale. Au menu des échanges, l'évaluation du bilan à mi-parcours et l'examen des dossiers techniques et financiers de la précédente session. Daouda Diakité depuis Sikasso. Il s'agit au cours de cette 7e session de la structure mixte de concertation locale du projet d'appui au développement de la filière aquacole Prodefa de procéder à un examen minutieux des dossiers techniques et financiers et surtout faire une évaluation du chemin parcouru. En 2013, nous avons pu déjà mettre à la disposition des populations près de 20 tonnes de poissons. Et à côté de ces 20 tonnes de poissons, nous sommes aussi en train de mettre en place des fonds. Un premier fonds d'appui aux collectivités et un deuxième qui va appuyer les promoteurs privés voulant s'investir dans la filière ou qui sont déjà en activité et qui voudraient étendre leur domaine d'intervention. Les retours des partenaires techniques et financiers, dont la coopération technique belge qui soutient le projet à plus de 3 milliards de francs CFA, aura permis d'atteindre les objectifs assignés au projet. Il importe donc de réfléchir ensemble sur le bilan du Prodefa et d'analyser avec franchise et sans complaisance ce qui a bien fonctionné et ce qui, d'autre part, n'a pas pu se réaliser comme prévu, afin d'en tirer les leçons pour l'année 2014. Nous sommes rassurés par rapport à ce que nous avons pu voir dans le bilan des activités 2013. Il y a un certain nombre d'infrastructures qui ont été réalisées et des actions importantes ont pu être faites pour le compte des pisciculteurs dans la région de Sikasso. La visite de terrain qui a suivi les travaux en atelier dans le village de Mandela à 25 km de Sikasso sur les bassins piscicoles de Karim Traoré a été plus enrichissant pour les administrateurs quant à la pertinence du Prodefa dans l'atteinte de la sécurité alimentaire à travers la promotion de l'aquaculture. Bientôt, une interprofession de la filière lait au Mali. Les acteurs de la filière sont en conclave depuis ce matin, ici à Bamako, à l'APECAM, pour des concertations régionales. Et cela afin de baliser le terrain pour l'installation de cette structure fêtière. Nando Dambélé, compte rendu. Ces assises régionales de Bamako, qui se tiennent après celles de Ségou les 17 et 18 décembre, regroupent pour 2 jours les producteurs, vendeurs et transformateurs et techniciens de la filière lait. Ils vont mener la réflexion afin d'élaborer une stratégie de mise en place de l'interprofession de la filière lait au Mali. L'analyse des activités économiques menées par les différents acteurs de la chaîne de valeur en termes de collaboration entre acteurs, familles professionnelles, s'avère capitale. Les organisations sont notamment intéressées par l'appréciation de la rentabilité de leurs activités et leur portée sur l'économie nationale et sous-régionale, voire internationale. Pour le président de la Fédération nationale des producteurs de lait Femalais, Abou Nyangado, l'interprofession est le meilleur credo qui permet aux acteurs de la filière lait de parler d'une seule voix. Rappelons que ces assises régionales de Bamako regroupent les acteurs de la filière lait des régions de Kaï, Koulikoro, Sikasso et du district de Bamako. Et c'est parti depuis vendredi dernier pour l'édition 2013 de la rue marchande de Kaï, organisée par le groupement des commerçants de la région et le SINACODEM. Cette fois regroupe cette année plus de 100 exposants de la sous-région et de la Chine. Kaï Mahamadi Aliou Bari. 2 semaines durant, les exposants venus de Kaï, de Bamako, du Sénégal et de la Mauritanie, bref de la sous-région et de Chine, vont échanger leurs expériences et leur savoir-faire en matière de commerce. C'est aussi une aubaine pour eux de se familiariser et de profiter des opportunités d'affaires offertes par cette foire. C'est aussi le lieu de saluer tous les participants, car en acceptant de participer à la rue marchande, ils ont voulu aussi accepter de manifester leur solidarité aux populations de Kaï. Cette année, je vois une dimension en hauteur de souhait. Tous les stands ont été pris. Il y a beaucoup de participants. Organisée par le groupement de commerçants de Kaï et le SINACODEM, cette foire est une chance pour la population kaïsienne d'avoir des marchandises de meilleure qualité et à bon prix au seuil du nouvel an. La foire de Kaï est en train de devenir une véritable foire internationale. Et pour ce que j'ai vu, la qualité des produits exposés, je dis à la population de Kaï que cette année, il va y avoir de belles affaires.
Coupure du ruban symbolique par le chef de l'exécutif régional et visite des stands ont marqué l'ouverture de l'édition 2013 de la rue marchande, à laquelle prennent part plus de 100 exposants. De Caille, direction Tombouctou, la MINUSMA et la direction régionale de la promotion de la femme de Tombouctou s'engagent pour la lutte contre les violences basées sur le genre en milieu scolaire. C'est dans ce cadre qu'elles viennent d'organiser une séance d'éducation et de sensibilisation sur la question. Et c'était au lycée Mahaman Alassane Haïdara. Yeya Tandina. Initié par le département en charge de la promotion de la femme, de la famille et de l'enfant, soutenu et appuyé par le FUNIAP à travers l'unité genre de la MINUSMA, cette séance d'éducation a pour objectif de lutter contre toute forme de violence en milieu scolaire. La crise a apporté de nouvelles conséquences, de nouvelles crises, de nouvelles violences, si je peux dire, parce qu'il y a eu des exactions sommaires qui sont passées, il y a eu des flagellations, il y a eu des séquestrations, il y a eu quand même des humiliations à l'endroit de nos femmes et de filles. Donc c'est une réalité qui est là. Grâce à nous et avec notre collaboration, qu'ils puissent avoir la paix de la femme, de la fille. Moi, j'en suis sûre que le message était très bien et que nous aussi, nous allons apporter notre aide par rapport à cela. Les stigmates de la crise du Nord sont visibles. C'est pourquoi les partenaires s'y mettent pour un retour de la paix. Le groupe cible a été choisi par le fait que nous pensons que les élèves constituent les victimes potentielles de violences basées sur le genre. Cette séance d'éducation en milieu scolaire a permis aux élèves du lycée de mieux cerner les différentes formes de violence morale, physique ou sexuelle. En 5e région, plus de 24 millions de francs CFA, c'est le coût du pactole, composé de mobilier scolaire, matériel de cantine et de kits d'hygiène, remis aux écoles des 5 communes du cercle de Bandiagara par l'ONG Harmonie de développement du Sahel sur financement du PAES de Mahamar Ibrahim Touré, que nous retrouvons depuis Mopti. Cette remise de l'ONG Harmonie du développement du Sahel rentre dans le cadre du projet appui à la promotion de l'éducation de base dans 5 communes de Bandiagara sur cofinancement de l'Union européenne et ses partenaires pour un coût de 24 14 491 francs CFA. Le projet vise à atteindre les résultats suivants. Doter au moins à 1200 enfants de la première année à la 6e année de 5 écoles, un lot de matériel et fournitures scolaires, doté au moins à 200 filles de la première année à la 6e, des lots de kits scolaires et kits d'hygiène, équiper 5 écoles de base en mobilier et outils de travail des maîtres, doter 5 cantines en matériel et ustensiles de cuisine. Enfin, former les responsables des structures de gestion des écoles et des cantines. Le pactole contribuera sans risque de se tromper à un changement positif de comportement des parents dans la scolarisation des enfants et celle des filles en particulier. Nous prenons l'engagement de bien gérer ces matériels avec l'implication des comités de gestion scolaire. L'école militaire Interam Emia de Koulikoro renoue avec la tradition. Ainsi, les élèves officiers de la 2e année viennent de recevoir leur galon d'élèves d'officiers actifs. C'était au cours d'une cérémonie de remise des attributs vendredi dernier en présence de notre reporter Adama Traoré. Cette cérémonie de remise des attributs aux élèves officiers de la 2e année EMIA couronne la fin du beutage après 90 jours de souffrance et de dur labeur. Elle est basée sur la formation physique et intellectuelle intense des hommes. Cette transmission des traditions est marquée par le port des galons appelés trèfles. Ainsi, l'élève officier doit cultiver un comportement exemplaire et avoir un langage approprié au milieu de ses aînés et cadets. Il faut savoir que cette tradition existe dans toutes les écoles de formation d'officiers, peut-être sous d'autres formes, mais cette tradition existe dans toutes les écoles. Donc l'EMIA aussi a ses propres traditions. Les officiers maliens ont leurs propres traditions. Ces traditions ont été transmises de génération en génération. Donc la fin de cette transmission a tout le temps donné lieu à une cérémonie. Parce que ce n'est qu'à partir de maintenant que ces élèves officiers de 2e année qui viennent de recevoir cette tradition peuvent dire qu'ils ont réellement commencé la formation d'officiers, puisque ça les prépare à la vie de l'officier de façon générale, au langage de l'officier, à la rigueur et la fermeté, ou toutes choses qui caractérisent le comportement de l'officier, que ce soit sur le terrain et que ce soit dans la vie quotidienne de tous les jours.
À noter qu'après cette cérémonie des attributs, les élèves officiers de la 10e année EMIA deviennent des élèves officiers d'active. De la culture dans ce journal, la 7e édition du Festival international des Koris du Mandé s'est tenue le week-end dernier à Sibi. Le thème retenu est Koris, pouvoir et cohésion sociale. Ce rendez-vous artistique et culturel qui a duré 3 jours avait un agenda bien fourni, en activités parmi lesquelles des conférences débats, des visites de sites touristiques et des expositions. Bien évidemment, des gens ont bien consulté les Koris, nous dit Nouhoum Sissoko. La cérémonie d'ouverture de la 7e édition du Festival international des Koris du Mandé FESCORI a connu une mobilisation des grands jours. Au menu, une animation de l'ensemble instrumental du Mali, la prestation des chasseurs et la procession d'associations féminines de Sibi. Le choix du thème, Koris, pouvoir et cohésion sociale, se justifie par la quête de la paix entre les Maliens selon les organisateurs. Le FESCORI, qui avait une dimension locale au départ, veut s'imposer comme un événement d'envergure. Le Festival international de Koris est une manifestation culturelle à l'intention des artistes musiciens, des artisans, des professionnels de la filière musicale et touristique de la région du Mandé et de l'Afrique en général. Pour le ministre de la Culture, la présente édition offre un espace d'échange autour de l'élément culturel, le Koris, symbole de richesse, de beauté et de pratiques divinatoires ancrées dans nos traditions. Le présent festival à valeur thématique contribue à valoriser cet élément culturel multifonctionnel et à promouvoir la culture du Mandé dans une programmation riche et variée. Toute chose qui contribue au renforcement de sa destination touristique, à la structuration d'une culture de la paix, de cohésion sociale. Dans la soirée, un concert a été animé par de nombreux artistes. Des prestations divinatoires des Koris par des spécialistes du Mandé et d'ailleurs, des expositions entre autres. Le comité syndical de la station régionale de l'ERTM Caille a organisé vendredi dernier, c'était au stade Abdoulaye Makoro Sissoko, la nuit de la réconciliation nationale. Une soirée animée par l'artiste Rocky Akone et son groupe. Des griots de Caille aussi étaient de la fête. Et les femmes communicatrices de la station régionale des radios privées de la cité de Rail ont présenté un sketch dénonçant les violations des droits humains, les violences dont les femmes ont été les victimes pendant la crise du Nord. Nous retrouvons Mahamadi Alioubari. Il y avait de l'ambiance ce vendredi soir au stade Abdoulaye Makoro Sissoko de Caille. On a chanté et dansé pour la paix, l'entente et la réconciliation des Maliens après la crise que notre pays a connue. C'est là à la faveur de la nuit de la réconciliation nationale organisée par la cellule syndicale de l'ERTM Caille. Sceller la réconciliation des cœurs et des esprits n'est pas au-dessus des forces de notre peuple si fier, si digne, un peuple qui aspire à la réelle unité nationale et qui sait pardonner. Les artistes de Bamako, Rocky Akone et son groupe, Tonton Ivo, Bingini Bagagan ainsi que ceux de Caille, tels que Fifi Diabaté, ont tenu en haleine pendant 3 heures le public caïsien, venu nombreux pour accompagner et soutenir cette noble initiative des travailleurs de la station régionale. Les femmes communicatrices des radios privées de la cité des Rails et leurs concerts de la radio régionale étaient elles aussi de la fête. Dans leur sketch, elles ont appelé les Maliens à bannir la guerre et la violence, à fumer le calumet de la paix, à vivre ensemble comme ils l'ont toujours fait. J'ai tout particulièrement apprécié le thème qui est développé à travers cette soirée-là, qui est la réconciliation. Et tout le monde sait que nous sortons des moments très difficiles, nous n'avons plus droit à l'erreur. Il nous faut rapidement nous réconcilier pour rebâtir ce pays-là. Les partenaires de cette nuit de la réconciliation nationale et les spectateurs ont bien apprécié la qualité du spectacle et le talent des artistes. Restons à Caille avec le soleil de décembre. C'est le thème du vernissage de l'exposition photo de vendredi dernier à la bibliothèque en fin de visite. Le ministre de la Culture dira qu'il souhaite que ces genres de photos soient une continuité au bénéfice des artistes maliens. Mamourou Sidibé.
17 artistes photographes encadrés par la Maison africaine de la photographie viennent de confirmer leur séjour à Caille à travers des œuvres d'art des maîtres. La photo prend de plus en plus sa place réelle dans le monde de la culture du Mali. Là, je n'ai que des souhaits à formuler, pourvu que cela dure afin que l'on assiste un jour à une véritable culture malienne photographique. J'espère que la vocation photographique se développera davantage pour que de nombreuses expositions de ce genre, fruits d'ateliers de création par nos jeunes photographes, donnent à la photo toute son ampleur et toute sa place qu'elle mérite dans la culture malienne. Ces photographies sur le paysage urbain de la cité des Rails ont été exposées sous le thème Caille, le soleil de décembre. Caille en décembre n'est pas lumineux. Et je leur ai dit, vous allez voir, si vous réussissez à photographier Caille en décembre, vous allez réussir à photographier partout. Quand les photos sont venues et que j'ai fait la sélection, je me suis aperçu que leurs photos sont le soleil de Caille en décembre. Durant leur séjour à Caille, le choix des photographes a été porté sur les lieux symboliques de la vieille cité. Il s'agit entre autres des vieux bâtiments coloniaux, du pont de Caille, du chemin de fer, du train, sans oublier le portrait de la femme Kassonké. Nous agissons sur un certain nombre de tableaux pour voir comment faire la promotion des photographes maliens et comment les préparer pour d'autres concours internationaux. C'est ça un des grands objectifs. Comment les amener à lire l'image, à décider de certaines prises de vue avant que la photographie ne soit réalisée, quels sont les aspects sur lesquels il faut insister, ce dont il faut en tenir compte. Après le vernissage de l'exposition, le ministre de la Culture a visité le pavillon de Lama pour consacrer aux photographies de la visite du président Mandela au Mali. Femmes, paix et citoyenneté, c'est le thème de la 7e édition du festival Daoulaba, un festival organisé par l'association Route du Sud pour revaloriser le coton local. C'était là l'occasion d'un vernissage présidé par le ministre de l'Artisanat et du Tourisme. Ce vernissage qui a eu lieu à l'espace Santoro et suivi par notre reporter Ba Traoré. Des tableaux artistiques qui parlent du Mali réconcilié ou de la terre et du coton comme élément de développement. À cela s'ajoutent des habits et autres objets à base de coton confectionnés par des femmes. Voilà entre autres des œuvres présentées au ministre de l'Artisanat et du Tourisme au cours de cette exposition. Exposition qui s'inscrit dans le cadre des activités de cette 7e édition du festival Daoulaba. Le festival Daoulaba a pour objectif de valoriser le coton malien, de permettre une transformation locale beaucoup plus importante en vue d'avoir une valeur ajoutée pour les producteurs et les transformateurs. Et c'est aussi une façon de montrer un Mali nouveau. Le ministre de l'Artisanat et du Tourisme exhorte les femmes à œuvrer davantage pour la revalorisation de l'or blanc. Les tableaux que nous avons vus, c'est des tableaux essentiellement confectionnés sur des tissus de coton. À marge de l'exposition de peinture, j'encourage vivement les artisans qui s'occupent de cette transformation de coton. Et je leur dis que nous sommes, au niveau du ministère, nous sommes à leur écoute et nous ferons tout pour les épauler. L'exposition a pris fin par un cocktail avec au menu des mets et boissons à base de céréales et fruits de chez nous. D'un festival à un autre, cérémonie de lancement de la 10e édition du festival sur le Niger. Pour cette édition, plus de 15 000 festivaliers sont attendus du 4 au 9 février 2014. La cérémonie de lancement qui s'est déroulée samedi dernier à Ségou a été marquée par plusieurs activités, causeries, débats et un dîner gala. Kandesila. Vernissage, exposition sur les Krodouga, causerie débat sur la confrérie des chasseurs et dîner gala, ce sont les temps forts du lancement officiel des activités du Festival sur le Niger 10e édition. La soirée aura été une occasion de faire un regard rétrospectif sur les éditions précédentes qui, chaque année, drainent 30 000 festivaliers vers Ségou, la capitale des Balanzans. Pour cette 10e édition, le thème retenu par les organisateurs et la diversité culturelle et l'unité nationale. La 10e édition du Festival sur le Niger se déroulera dans une période post-crise. L'occasion sera saisie pour célébrer le retour de la paix au Mali. Pour les autorités,
En 10 éditions, le festival sur le Niger est aujourd'hui un exemple à encourager et à perpétuer pour un Mali riche de sa diversité culturelle. Pour paraphraser le patriarche et l'écrivain malien, la beauté d'un tapis vient de la diversité de ses couleurs, comme pour dire que la diversité culturelle du Mali constitue une véritable richesse à conserver et à capitaliser au service de la réconciliation nationale. Le tempo musical du Super Biton, accompagné du maestro Cheikh Tidiane Seck, a agrémenté ce dîner gala. Rendez-vous est pris du 4 au 9 février à Ségou. Oui, le Super Biton de Ségou nous rappelle bien des souvenirs passés à Ségou. À présent, la page chronique santé de ce jour qui parle de la recrudescence des cas de rage dans notre pays. Au service des maladies infectieuses du point G, où on s'occupe de toutes les maladies causées par des microbes, 2 malades de rage ont été enregistrés le mois dernier. Et quand on sait que la rage déclarée est mortelle à 100%, la vigilance doit être de mise avec le nombre élevé des chiens errants en milieu urbain. L'équipe de Focus Santé est allée voir Tchessira Emmanuel Dambélé. Le corps soignant du service des maladies infectieuses de l'hôpital du Point G tire la sonnette d'alarme. La rage est dans la cité et il faut être vigilant. En novembre dernier, il a enregistré 2 cas de rage suite à des morsures de chiens, une fillette de 9 ans et un adulte de 32 ans, tous décédés après. C'est-à-dire après la morsure de l'enfant, rien n'a été fait. Rien. Il n'y a pas eu de vaccination, il n'y a pas eu de déclaration dans un service de santé pour qu'on puisse prendre des mesures adéquates. Rien n'a été fait. Et malheureusement, après plusieurs semaines, la maladie est apparue. Le deuxième cas, à moins de 48 heures, nous avons reçu un jeune homme de 32 ans qui aussi a été mordu, cette fois-ci, par son propre chien à domicile. 3 mois plus tard, lui-ci, il a commencé à être agité et agressif. Il a été conduit dans un premier temps au service de psychiatrie pour suspicion de maladies mentales. Les services de psychiatrie, après avoir remarqué des signes de rage, nous l'a également adressé. En cas de rage, une fois que les signes apparaissent, la mortalité est de 100%, nous dit-on. Cette maladie virale grave se transmet à l'homme par la morsure, par léchage ou par griffure d'un chien infecté sur la peau excoriée ou sur une muqueuse. Mais les chauves-souris, les renards, les chacals ou tout autre animal domestique contaminé par un animal enragé peut transmettre la rage à l'homme. Généralement, 7 à 90 jours sont nécessaires pour que les signes de la maladie apparaissent. Une fois que la maladie se déclare, c'est important d'abord de reconnaître les signes chez l'animal. Il y a 2 formes. Il y a la forme agressive. L'animal devient agité, il change de comportement, il aboie, il mord. Souvent, par exemple, l'animal peut devenir inoffensif. Il est là, il est paralysé, il ne peut rien faire, il refuse même l'alimentation. Il y a 2 formes également chez l'homme. Il y a la forme furieuse et la forme paralytique. La forme furieuse, la personne est agitée, il est hyper excité. À la vue de l'eau seulement, il devient agressif. Il a la peur de l'eau. Il y a la deuxième forme clinique, la rage paralytique. Ça réalise un tableau de paralysie. Il y a des douleurs au niveau des membres inférieurs. Il y a l'apnée. La personne n'arrive pas à respirer à cause de la paralysie. Ne pas vacciner les chiens et les chats, la prolifération des chiens errants constitue un facteur de propagation de la rage. Mortelle dès qu'elle se déclare chez un sujet contaminé, sa prévention demande une vigilance en commençant par un encadrement correct des animaux domestiques. Maintenir les animaux
à domicile ne suffit pas également, car ça constitue un risque pour la famille même. Et dans ces cas, il faut vacciner les animaux en faisant appel à un service vétérinaire. Et en cas de morsure par un animal domestique ou sauvage, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord laver la plaie abondamment avec l'eau et le savon. Bien laver la plaie, appliquer un antiseptique et aller immédiatement dans une structure de prise en charge pour qu'on puisse commencer la vaccination. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la rage tue chaque année plus de 56 000 personnes dans le monde. Les chiens sont à l'origine de la grande majorité des cas mortels de rage humaine et il n'existe pas de test permettant de diagnostiquer la rage avant l'apparition des symptômes. La première édition du tournoi de la CEDEAO en escrime a eu lieu à Bamako. En dehors du Bénin, les autres pays de la CEDEAO ont effectué le déplacement et la compétition a souri au Mali. Compte rendu Isaac Tcheno. Premier de genre, ce tournoi de la CEDEAO d'escrime a regroupé le Burkina Faso, la Guinée, le Sénégal, le Togo, le Niger en plus du Mali. Le tournoi a été marqué par des compétitions en individuel et par équipe en dames et messieurs. Dans la finale en individuel, chez les dames, Alima Damele du Mali l'a emporté sur Awadaou du Sénégal par 15 touches à 12 après une partie assez intéressante. La finale homme à ce niveau est 100% malienne. Combat serré et Abdul Kane parvient à sortir vainqueur en réussissant 15 touches contre 12 pour Bakar Balou. Ensuite, place est faite au final par équipe qui se joue à 45 touches. Chez les dames, le Mali est face au Sénégal. La partie est pleine de suspense et de rebondissements. Au finish, le Sénégal l'emporte. L'équipe du Mali se rachète dans la finale en homme face au Togo. Le score est de 45 à 33. Une compétition bien appréciée par les responsables de la discipline. Organiser déjà cette compétition, c'est pas évident. Et ensuite la réussir et ensuite avoir des médailles. Je pense que c'est, comme on le dit souvent, c'est la cerise sur le gâteau. Le Mali a remporté dans cette première édition 3 médailles en or, 2 en argent. Une belle moisson. Et cette nouvelle, avant de refermer définitivement ce journal, Michael Kalachnikov, l'inventeur de la Kalachnikov, est mort. Il était âgé de 94 ans et avait été hospitalisé cet été. Il a inventé le fusil d'assaut le plus populaire de la planète. Et à ce jour, 100 millions de Kalachnikov circulent à travers le monde et surtout en Afrique, dans des conflits africains. Voilà, pas de journal télévisé d'information ce soir. Vous retrouverez toute l'équipe demain soir après le journal de 20h et ça sera une présentation de Amara Malé Diallo. Par contre,